Ravi de vous savoir au rendez-vous de cette grande édition du soir sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Patrice Talon en tournée nationale. Le chef de l'État a commencé depuis hier un périple à travers le pays pour constater de visu l'état d'avancement des chantiers de construction d'infrastructures ouverts sur son régime. Et dans cette édition, nous ferons le point de l'étape de Parakou où l'actuel occupant du palais de la Marina était à cœur ouvert avec les populations. Et de deux pour le projet Appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance qui célèbre encore les femmes. Il s'agit des femmes officiant dans les structures financières décentralisées et qui se sont fait remarquer par la qualité du travail abattu. Elles ont été distinguées, une distinction qui a été couplée avec la remise de prix à ces femmes dites exceptionnelles. Nous en parlerons. Et puis nous irons sur le paysage bibliographique béninois qui vient d'être enrichi d'une nouvelle œuvre. Il s'agit d'un livre qui parle de la diplomatie. Le titre précis et de pratique et des correspondances diplomatiques et consulaires. Un nouvel ouvrage qui vient surtout pour mieux outiller les étudiants en option relations internationales, diplomates en service et bien d'autres amoureux de la chose diplomatique. Son auteur, Marc Herman Araba. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Le chef de l'État est en tournée nationale. Le périple a d'ailleurs commencé hier jeudi. L'une des premières étapes de ce périple a été Parakou. Et pour ce qui est sa deuxième visite officielle dans la cité des Koubourou, au cours bien sûr de son quinquennat, Patrice Talon était à cœur ouvert avec les populations. L'homme du nouveau départ est surtout revenu sur les principales actions de son gouvernement au profit bien sûr de la commune et les futurs à venir. Un exposé que quelques-uns des Paraquois rencontrés apprécient ici. Suivez. Pour ce soir, très content de ce passage. Ce n'est pas une reddition de compte, mais il était normal qu'après 4 ans de mise en œuvre de son programme d'action, il a projeté à partir du Paraguay. Il a demandé aux populations de serrer les ceintures. Il était normal qu'il repasse pour voir, même si tout n'a pas été fait, ce qui a été fait pendant les 4 ans. Et les choses parlent d'elles-mêmes. Pour moi, c'est très important que le message, l'échange qu'il a eu avec les populations de Paraguay, que cela se passe pratiquement au moment où le gouvernement est en train de faire le bilan du quinquennat. C'était très important. Le message marquant pour vous? Le message marquant pour moi, c'est quand il a demandé premièrement aux populations, aux sages, aux têtes couronnées, je vous envoie en mission vers Boniaï. Je voudrais tout mettre en œuvre pour que ce que nous avons vécu par le passé, qu'on puisse le vivre encore de nouveau. Que ce qui est entre nous, ce qui nous oppose aujourd'hui, qu'ils puissent l'aider à pouvoir régler ça. Le premier message marquant. Le second message marquant pour un homme politique, c'est qu'il a dit tous les grands partis politiques, qu'ils aient leur responsabilité ou pas, iront aux élections présidentielles. Si ils arrivaient à devenir candidat en dessin, qu'il mettra tout en œuvre afin que notre pays puisse réellement vivre les élections à venir comme un moment de fête, une période de fête, comme ça se passe pendant tout le temps. Nous avons quitté d'un point A pour aujourd'hui un point B, un point C, un point D. Beaucoup de choses ont été réalisées sur le plan national. Et à Parakou, ce que nous avons eu, je l'ai dit dans mon message, c'est vrai qu'il reste encore à faire, mais Parakou a changé. En 4 ans, nous avons évolué en matière d'infrastructures routières, en matière d'approvisionnement en eau. Beaucoup de choses ont été réalisées à Parakou. Et beaucoup sont encore en chantier. Beaucoup de choses sont encore en chantier. C'est vrai, il y a eu beaucoup de choses que nous nous sommes dit avec le chef de l'État que le chef de l'État n'a pas dit publiquement ici. Cela me réjouit et me réconforte sur ma position. Je retiens un message d'espoir pour le peuple béninois, un message de réconciliation et un message de pardon. De pardon que le chef de l'État a adressé. Je pense que c'est la partie la plus importante. En tout cas, moi, je souhaitais entendre ce message d'humilité que le chef de l'État a passé en disant ça ne nous ressemble pas, nous Béninois, ce qui s'est passé il y a quelques mois, mais surtout dire que je suis disposé, je suis prêt à porter tout, peu importe qui a commis les fautes, il n'y a pas de souci,
redonnons-nous la main, espérons meilleur pour demain, pour nos enfants. En 2016, c'était devant nous le chef de l'État avait fait la promesse. Aujourd'hui, nous avons constaté que la promesse a été tenue. Au-delà même, parce qu'en plus de l'asphaltage, il y a eu l'eau qui s'est ajoutée, dont il n'avait pas fait cas en son temps. Voilà l'aube nouvelle entonnée pour clôturer cette séance du chef de l'État avec les populations de Parakou. De Parakou, rendons-nous à Boïkon, où les maires des communes des départements du Zou, des collines, du Mono et du Koufo sont en atelier d'information sur l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Objectif, permettre aux élus communaux et autres acteurs du sous-secteur de mieux s'imprégner du contenu des accords spécifiques signés avec l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Imet, Hélène Amoussou et Georges Vaudonon nous font ici le point de ces assises. Relancer de manière durable le développement économique et social du Bénin en accordant une place de choix au sous-secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Le projet a nécessité une mobilisation de ressources importantes auprès des partenaires techniques et financiers ainsi que du budget national. Il a conduit, sur décision du Conseil des ministres, à la signature d'accords spécifiques entre les collectivités territoriales et l'Agence nationale pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. À cet atelier de Boïkon, les élus communaux et autres acteurs impliqués dans sa mise en œuvre sont invités à s'approprier le contenu des accords spécifiques. Le temps est venu maintenant, monsieur le maire, pour que nous nous expliquions davantage le contenu de cet accord que nous avons eu à signer. Là où nous en sommes en ce qui concerne sa mise en œuvre. Alors, monsieur le DG, je souhaite donc que cet atelier atteigne pleinement ses objectifs. Ces accords spécifiques visent à rationaliser les interventions des différents acteurs et de promouvoir en même temps l'émergence d'opérateurs professionnels spécialisés dans l'exploitation et la maintenance des équipements et infrastructures, conformément aux critères de performance. La troisième après celle de Porto Novo et de Parakou, ces assises vont aussi permettre d'informer les participants sur le processus en cours de contractualisation des fermiers régionaux, la mise en œuvre du programme d'investissement ainsi que les obligations des communes pour une exécution diligente seront abordées en vue de garantir des résultats plus favorables. Si vous voyez aujourd'hui l'état de gestion et d'exploitation de ces infrastructures à l'heure actuelle par les opérateurs que nous avons, vous comprenez qu'il y a urgence et qu'on devra prendre des mesures. Donc ce n'est pas qu'on craint, c'est que nous sommes en train d'installer une gestion professionnelle pour un service de qualité pour nos concitoyens. La réunion qui s'ouvre ce jour se penchera sur des questions pertinentes qui concernent la professionnalisation de l'exploitation, l'entretien et la maintenance de ces systèmes par le recours au partenariat public-privé, afin d'assurer ainsi la pérennisation des services d'AEP en milieu rural. Au terme des échanges, il est attendu que les communes et les autres acteurs aient une idée claire du projet ainsi que les différents processus qui le composent, mais qu'ils prennent aussi l'engagement à faire valider ces accords par les conseils communaux. Dans le département du Mono, en revanche, la ville de Lokossa, pour être plus précis, des maraîchers membres du réseau africain des maraîchers éco-santé sont en réunion autour d'un thème non moins important, les produits maraîchers sains au Bénin, mythe ou réalité, une rencontre de renforcement des capacités organisée par le Comité national des syndicats du Bénin affilié à l'IUTA. Faisons ici le point de l'ouverture des travaux avec Geoffroy Mentan. C'est parti pour 3 jours de renforcement de capacité pour ces maraîchers, membres du réseau africain des maraîchers éco-santé RAMES. Et ils prennent part ici, à Lokossa, dans le département du Mono, à un atelier national des maraîchers éco-santé sous la coupe de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac, du carine et des branches connexes IUTA. L'approche éco-santé est aujourd'hui incontournable. Nos populations ont besoin d'une alimentation saine pour augmenter leur espérance de vie sur Terre. Et cela m'amène à nous poser une question.
Est-ce qu'il faut manger pour vivre ou vivre pour manger? Chers maraîchers Ramès, produisons sain dans un environnement sain pour le bien-être de la population. Cet atelier qui réunit des maraîchers éco-santé venus des 4 coins du Bénin vise à relever l'adaptabilité de leur savoir et savoir-faire, à contribuer à l'amélioration constante de leurs conditions de travail et de vie. Le thème de la rencontre est « Les produits maraîchers sains au Bénin, mythe ou réalité ?» Mesdames et messieurs, existe-t-il en réalité dans notre pays, le Bénin, des produits maraîchers sains ou des produits maraîchers sains imaginaires? Je vous pose la question. C'est une question de conscience et vos réponses sont vivement attendues. Mais comme vous le savez tous, les consommateurs n'ont de cesse de s'interroger sur la sécurité sanitaire des produits maraîchers qui leur sont offerts et les risques qu'ils encourent. Leurs interrogations sont pertinentes et fondées lorsque nous savons que la production maraîchère conventionnelle se pratique sans aucune distinction de la nature des pesticides, ni de leur émanence et de leur effet résiduel. Nous reconnaissons cependant qu'en vous orientant vers l'approche éco-santé, nous avons mis les pieds dans la fourmilière. Cette formation doit offrir aux maraîchers éco-santé la possibilité de subvenir à leurs besoins essentiels grâce à l'application intégrale de l'approche. Le financement de cet atelier est assuré par la Fondation Friedrich Herbert, par le truchement du projet CO. Je souhaite que l'atelier national puisse aller plus loin grâce à votre travail individuel sur le terrain, car c'est sur le terrain qu'on connaît l'artisan. Et enfin, retenez ceci une fois tout de bon. Tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. Il faut souligner que le Bénin est un pays pilote et le champ d'application pour la transition de la production maraîchère, conventionnelle ou classique, à la production éco-santé ou bio. Voilà, c'était des maraîchers éco-santé qui étaient en concertation pour le renforcement de leurs capacités. Et de 2 pour le projet ADAPAMI, entendez, projet appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance. Eh bien, ce projet célèbre encore les femmes. Il s'agit ici des femmes officiant dans les structures financières décentralisées et qui se sont fait remarquer surtout par la qualité du travail abattu. Elles ont été distinguées au cours d'une cérémonie qui a été couplée, il faut le dire, avec la remise de prix à ces femmes dites exceptionnelle. La cérémonie s'est déroulée dans la matinée de ce vendredi à l'Infosec de Cotonou. Wahab Ali Para. Efficacité au travail, elles reçoivent ici une distinction qui fait désormais d'elles des femmes exceptionnelles. Ces femmes sont des agents officiants dans les structures financières décentralisées SFD, partenaires du projet appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance ADAPAMI, qui chaque année distingue les meilleurs. Une telle initiative pour encourager les femmes à non seulement se prendre en charge, mais à pousser leur leadership dans leur domaine. Au total, 11 lauréats représentant autant de nombres de SFD ont été honorés sur les 14 structures financières décentralisées qui composent la plateforme de partenaires du projet ADAPAMI. Elles sont parties avec ces prix, fruit de leur sens de professionnalisme au travail. Vraiment, nous toutes, nous avons été émus. Je tiens, au nom de toutes les femmes exceptionnelles, à remercier ADAPAMI et à leur dire que la lutte continue. La lutte continue, surtout pour franchir bien d'autres paliers et pour relever bien d'autres défis dans leurs unités de production. Ce travail de valorisation de la gente féminine, initié par ADAPAMI, bénéficie chaque année de l'appui technique et financier de l'ambassade du Canada. Une pleine et égale participation des femmes
au processus de développement et leur leadership ne sont plus une option. Ce sont des nécessités urgentes si nous voulons réaliser les changements structurels nécessaires à tous les niveaux, dans tous les domaines de la société. Chacune d'entre nous a un rôle à jouer dans la construction des institutions, des SFD et même du pays pour les générations futures. Mes chères sœurs, vous faites la fierté de votre institution financière d'appartenance, mais aussi de tout ce public. Je vous encourage à demeurer des femmes leaders, des femmes exceptionnelles, en gardant cette flamme allumée en vue d'inspirer d'autres. Le projet ADAPAMI tient ainsi le pari de reconnaître les mérites de la femme opérant dans la microfinance au Bénin. Mais au-delà, ce projet vise l'inclusion financière de 500 000 bénéficiaires additionnels, dont 335 000 femmes. À l'horizon 2023, ADAPAMI vise plus de 2 millions d'usagers devant avoir accès à des services financiers formels dont la moitié doit être constituée de femmes. Voilà, c'était surtout la deuxième édition de ce projet nommé ADAPAMI. Retour dans le département du Mono, où les responsables du Fonds national de la recherche scientifique et d'innovation technologique étaient en milieu de semaine au lycée technique professionnel de Bopa. Ils y étaient pour une séance de sensibilisation sur leur structure qui, il faut le dire, est une unité sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous allons retrouver ici Geoffroy Mentan et Florent Dou. Le Fonds national de la recherche scientifique et d'innovation technologique, FNR-SITS, s'ouvre et se rapproche des citoyens à la base. Sensible ici, les apprenants du lycée technique et professionnel de Bopa dans le département du Mono. C'était un centre de formation et d'apprentissage créé depuis les années 2003, mais en septembre 2019, ça s'est transformé en un lycée technique et professionnel où nous formons au métier. Nous avons les métiers suivants: le bâtiment et travaux publics, comptabilité et mercatique, métier de la mode et vêtements, technicien en électronique appliquée, producteur multimédia et programmeur système développeur d'applications web et mobiles. Probablement pour cette nouvelle année 2020-2021, il y aurait la série F3 qui est l'une des branches technologiques de l'enseignement technique. Structure de financement de la recherche, le FNR-SITS, à travers une communication, a été présenté à ces lycéens de Bopa. L'exposé a permis de présenter le fonds, sa mission, ses réalisations, ses nouvelles perspectives ainsi que les conditions d'accès à ces financements. Oui, on est en train de faire connaître le fonds au niveau des lycées parce qu'on se dit la recherche doit commencer déjà depuis la base. Donc, l'idée ici, ce n'est pas que nous voulons des lycéens qui sont déjà des chercheurs, mais c'est d'amener la recherche au niveau des lycées pour que, avec la cohabitation entre ces jeunes et les chercheurs, les jeunes puissent comprendre quels sont les métiers d'avenir dans la recherche et quel est le rôle de la recherche dans la vie de tous les jours, afin que déjà à ce niveau, à ce bas âge-là, on insère en eux les idées de la recherche et comment partir des problématiques du terrain pour concevoir des problématiques de recherche afin de pouvoir identifier et de pouvoir mettre au point des solutions qui conviennent. Le FNR-SITS a pour activité principale la mobilisation des ressources nécessaires au financement du système national de recherche scientifique et d'innovation technologique en octroyant des fonds au profit des projets sélectionnés et en les accompagnant jusqu'à concrétisation. Le Conseil national de la recherche scientifique se réunit chaque année pour statuer sur les domaines prioritaires qu'il faut financer. C'est par rapport à ces domaines prioritaires que le fonds prend ces domaines et conçoit des appels à projets. On rédige des appels à projets qu'on lance maintenant au niveau de tous les laboratoires des pays pour que tous ceux qui sont intéressés puissent se mettre ensemble, soit en consortium de laboratoires, avec les secteurs privés, avec les praticiens du terrain, constituent un consortium et rédigent un projet qu'ils soumettent. Cette étape de Bopa est une première d'une tournée qui conduira dans les prochains jours les responsables du FNR-SITS à Tchaoro dans le département du Borgou. Notre but ici, c'est de pouvoir dire aux apprenants et aux enseignants qui sont ici, essayer d'identifier un problème crucial de la maison dont la résolution passe par la recherche. Et là, on va monter autour de ce problème-là un projet et on met les chercheurs à contribution et ensemble, avec les apprenants, les enseignants et les chercheurs,
on trouve ensemble les solutions. Le FNR Site est un établissement public à caractère social, culturel et scientifique, créé par un décret en date du 7 juin 2012. Il est rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'université d'Abomey-Calavi nous accueille maintenant avec son programme d'insertion des étudiants. Après leur formation ici, la Fondation Mastercard lance un recrutement de 1000 étudiants. Il s'agit d'une bourse dénommée Jimlich pour l'entrepreneuriat au profit des étudiants africains. La bourse en question est une opportunité qu'offre la Fondation Mastercard aux jeunes porteurs d'idées ou des projets d'entreprise afin de recevoir un accompagnement et une éducation en entrepreneuriat. Eh bien, suivez ici plus de détails avec les organisateurs de ce recrutement. Et il me tient à vous rappeler quelque chose que vous savez, les missions de l'université d'Abomey-Calavi. Nous avons 3 missions principales. En dehors de l'enseignement, nous avons la recherche et les services rendus à la communauté. Et quand nous parlons de services rendus à la communauté, vous savez naturellement qu'il y a le volet insertion professionnelle. Donc, avec cette 3e mission de l'université d'Abomey-Calavi, elle ne cesse de mettre en place des stratégies et des mécanismes pour faciliter l'insertion professionnelle de ces produits. Et donc, dans notre partenariat avec d'autres structures, nous avons la Fondation Mastercard qui œuvre beaucoup pour l'insertion professionnelle des boursiers de cette fondation, mais pour l'insertion professionnelle de tous les étudiants et diplômés de l'université d'Abomey-Calavi. Et c'est dans cette optique que la fondation a pu dénicher pour nous une opportunité à l'échelle internationale. Il s'agit de la bourse Jimlich pour l'entrepreneuriat au profit des étudiants africains. Et donc, dans cette perspective, la Fondation Mastercard développe depuis l'année dernière un financement que nous appelons le Student Entrepreneurship Fund, qui est un financement dédié à l'entrepreneuriat étudiant. C'est-à-dire que vous pouvez être étudiant et démarrer en même temps votre projet entrepreneurial et nous vous accompagnons dans différents volets de formation, de coaching et de mentorat pour vous permettre de réussir ce processus. Les succès obtenus au niveau de ce volet de notre programme de financement CEF a conduit la Mastercard Foundation au niveau international à introduire et lancer ce nouveau programme, cette nouvelle opportunité que nous appelons Jimlich Entrepreneurship Fund. Et donc, dans cette nouvelle opportunité, nous allons faire un recrutement massif d'étudiants. Nous allons recruter jusqu'à 1000 étudiants que nous allons accompagner. Alors, ce processus a déjà démarré depuis le début de ce mois, le processus de recrutement, et va durer 30 jours. Donc, au 30 novembre, nous allons arrêter les recrutements, les inscriptions. Alors, nous insistons pour qu'il y ait une inscription massive au niveau des étudiants de l'UAC, des étudiants du Bénin, beaucoup plus parce que dans le réseau mondial de la Mastercard Foundation, l'université d'Abomey-Calavi apparaît comme la seule université francophone à côté d'autres pays comme le Ghana, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ouganda, etc. Voilà, c'était les initiateurs de ce recrutement de 1000 étudiants, il faut le dire, lancé par la Fondation Mastercard. Nous étions à l'université d'Abomey-Calavi et nous y restons pour vous dire qu'ici, Ayouba Tchaoussi Fazousi est désormais docteur
au département géographie et gestion de l'environnement dans la spécialité géographie rurale. Grade obtenu à la suite d'une soutenance de thèse hier jeudi. Son sujet a porté sur les systèmes de culture en milieu Yomlopa au nord-ouest du Bénin, effets environnementaux et durabilité des activités agricoles. Au terme de son exposé, le jury a accepté le travail avec une mention très honorable. Le nouveau docteur, lui, revient ici sur le contenu de sa thèse. Suivez. J'ai travaillé sur les systèmes de culture en milieu Yomlopa au nord-ouest du département de la Danga au Bénin, effets environnementaux et durabilité des activités agricoles. J'ai présenté aisément mon travail parce que c'est moi qui suis allé sur le terrain pour faire des recherches. J'ai obtenu des résultats parfaits. J'ai démontré aux membres du jury que c'est vrai, les systèmes de culture que les populations Yomlopa adoptent ont des problèmes sur l'environnement. Lequel des problèmes? La dégradation du couvert végétal et du sol. Voilà un peu en quelque sorte les défis que j'ai cherché à relever pour que désormais ma famille, soi-disant Yomlopa, puisse prendre en compte pour sauvegarder l'environnement. J'ai essayé d'élaborer un plan stratégique de l'exploitation des espaces agricoles qui consiste à faire un diagnostic dans un premier temps et une prise de décision. Le diagnostic consiste à faire l'état des lieux des facteurs physiques, des facteurs socio-économiques et des facteurs politiques et organisationnels ainsi que des aides publiques au développement pour une coopération décentralisée. Pour prendre une décision, il faut évaluer l'efficacité des interventions des partenaires afin d'apprécier l'amélioration des conditions de vie de ces populations Yomlopa. Il m'a été recommandé d'avoir un projet sur mon sujet et de soumettre ce projet à la mairie de Djougou, de Waké et de Koupargo. C'est vrai, une étude doit porter un fruit dans l'avenir et c'est pourquoi nous sommes intéressés par rapport à ce travail. Ce qui est sur le plan qu'on a élaboré en vue d'avoir des stratégies dans le développement des activités agricoles va porter un fruit un jour pour que les populations Yomlopa puissent s'adapter à des conditions par rapport à l'environnement pour la sauvegarde de la biodiversité. Donc c'est ça qui nous intéresse. Surtout aujourd'hui, il faut comprendre que compte tenu des besoins socio-économiques, la plupart des agriculteurs dégradent considérablement l'environnement sans tenir compte du respect de cet environnement pour pouvoir sauvegarder la génération future. Donc, raison pour laquelle nous sommes donnés une étude pour élaborer des stratégies afin de permettre à la population Yomlopa de mieux saisir la gestion de l'environnement. Voilà, en somme, l'impétrant a fait un travail sur les effets anthropologiques sur la nature. Pour mettre un terme à cette édition, allons sur le paysage bibliographique béninois qui vient d'être enrichi d'un nouvel ouvrage. Il s'agit d'un livre qui parle de diplomatie. Voilà le titre précis de pratique et correspondance diplomatique et consulaire. Son auteur, Marc Herman Araba. L'œuvre, elle, vient surtout pour outiller les étudiants en option relations internationales et bien sûr des diplomates en service et bien d'autres amoureux de la chose diplomatique. L'ouvrage a été lancé dans l'après-midi d'hier jeudi à Cotonou sous les yeux de Teddy Goudalo, dont le compte rendu est présenté ici par Zakiat Latonji. Suivez. Un nouveau livre dans les rayons des librairies du Bénin à compter du 14 novembre 2020. L'ouvrage est intitulé « Précis de pratique et de correspondance diplomatique et consulaire », un chef-d'œuvre de l'ambassadeur Marc Herman Araba qui retrace le quotidien d'un diplomate, les exigences, les contraintes et les rigueurs du métier. Notre ami l'ambassadeur Araba a voulu rassembler des modèles et des spécimens de la correspondance et de la pratique diplomatique aussi bien dans nos États que sur le plan international et susceptible d'être utile aux praticiens de la chose diplomatique. Cet ouvrage s'adresse sans aucun doute aux jeunes, qu'ils soient débutants ou en activité, mais il se révélera également utile pour rafraîchir la mémoire des plus anciens. L'ouvrage est le fruit d'un travail minutieux et opiniâtre qui a l'avantage d'être présenté de façon agréable selon le préfacier. Il repose essentiellement sur 6 chapitres à raison de 272 pages destinés à première lecture à la communauté estudiantine et autres amoureux de la chose diplomatique. À qui est destiné ce précis? Disons-le sans embâche, le précis n'est pas destiné aux seuls diplomates ou étudiants en droit et en relations internationales.
C'est pour des diplomates, quel que soit leur rang, leur niveau, c'est pour les universitaires, les intellectuels, c'est pour les non-diplomates qui sont appelés à côtoyer ou à gérer la chose diplomatique. La ligne de conduite essentielle dans la rédaction de l'ouvrage est simple, être utile, concis et pragmatique. L'objectif étant de mettre à la disposition du public, notamment des collègues diplomates, des outils dont ils peuvent se servir pour parfaire leur pratique diplomatique. Il manque souvent des ouvrages de référence. Des ouvrages de référence adaptés à nos réalités, des ouvrages de référence qui partent d'une expérience vécue, qui partent d'un vécu par des personnes qui ont été des praticiens. Je dois dire que votre ouvrage vient combler un vide et permet désormais aux acteurs du monde diplomatique, aussi bien au plan national qu'international, d'avoir un manuel de procédure en matière notamment de rédaction de correspondances diplomatiques qui, de par sa spécificité, diffère de la correspondance administrative générale. L'auteur du livre, Marc Herman Arama, est l'ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Il vient d'être nommé par le chef de l'État, Patrice Talon, nouveau représentant permanent du Bénin auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. Oui, et si vous êtes un amoureux de la diplomatie, bien, l'ouvrage vous est conseillé. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Bon début de week-end à toutes et à tous. Moi, je vous retrouve demain samedi, si Dieu nous prête vie. Bonne soirée.